Bonjour, alors dans cette leçon, on va introduire deux fonctions importantes de Scheme, les fonctions filter et map. Et ce sera aussi une opportunité de discuter de la façon dont on peut parcourir efficacement une liste de façon, les éléments d'une liste de façon récursive. Alors la fonction filter d'abord. Alors comme son nom l'indique, la fonction filter permet de définir un filtre sur une liste. C'est-à-dire que les éléments d'une liste seront examinés tour à tour et une condition sera appliquée sur chacun de ces éléments-là. Si l'élément ne répond pas à cette condition, alors l'élément est simplement rejeté. Donc on a besoin de définir une fonction, un prédicat, qui sera appliqué sur chacun des éléments. Alors, dans notre exemple ici, le prédicat en question est créé à partir d'une fonction lambda. Alors, il faut se rappeler que la fonction lambda retourne une fonction. Et quelle est la fonction que retourne cette fonction lambda-là? C'est une fonction, dans ce cas-ci, à un argument. Et qu'est-ce qu'on fait avec cet argument-là? Dans notre exemple, on compare ce nombre-là à la valeur 0. S'il est plus grand, alors la fonction prédicat va retourner vrai, sinon elle va retourner faux. Donc, notre lambda ici sert à définir le prédicat, donc la fonction lambda retourne cette fonction-là en paramètre à la fonction filtre. Alors, le deuxième argument de la fonction filtre, c'est la liste sur laquelle on veut appliquer le filtre. On peut regarder ça sur l'interpréteur Scheme. Alors, voici notre exemple de filtre pour lequel on veut filtrer et ne conserver que les éléments qui sont plus grands que 0. Alors, évidemment, ça va sélectionner simplement les éléments positifs de la liste. Alors, si je décidais de changer cette condition, alors j'aurai un résultat en conséquence. Alors, facilement, on peut voir que si je change le plus grand pour un plus petit, alors ce seront les éléments négatifs qui seront conservés. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que le premier paramètre de la fonction filtre, c'est une fonction. Alors, la fonction ici, on l'a créée sur place avec une fonction lambda, mais si j'ai une fonction prédéfinie, par exemple, c'est ce que j'ai fait ici dans mon interpréteur, j'ai défini une fonction M3 qui vérifie simplement si un nombre est un multiple de 3. Alors, à ce moment-là, je peux remplacer la valeur retournée par mon lambda, la fonction retournée par mon lambda, par cette fonction M3. Alors, cette fonction M3-là est passée en paramètre à filtre, et c'est le filtre qui va être appliqué sur la liste qui est montrée ici. Alors, voici les deux seuls multiples de 3. Alors, bien sûr, pour que ça fonctionne correctement, il faut que la fonction en question qu'on a passée en paramètre, ce soit une fonction prédicat, donc qui retourne vrai ou faux. Alors, on peut facilement définir notre propre fonction filter. C'est de par ce qu'on a vu précédemment, c'est une fonction qui ne fait rien de magique. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle applique une fonction sur chacun des éléments d'une liste. Alors, voici notre version de la fonction. On va l'appeler notre filter. Et qu'est-ce qu'on a besoin comme paramètre à notre filter? On a besoin d'un prédicat et on a besoin d'une liste. Alors, encore une fois, le tout repose sur l'utilisation de la condition. Alors, on a nos séries de conditions de ce qu'on doit faire dans chacun des cas. Le premier cas, en général, c'est le cas trivial. Alors, tout ce qu'on veut, c'est vérifier si la liste en question sur laquelle on va appliquer le filtre, si elle est vide. Alors, évidemment, si la liste est vide, on retourne la liste vide après filtrage. Alors, c'est important de voir que c'est non seulement une condition triviale au cas où l'utilisateur nous demande d'appliquer un filtre sur une liste vide, mais c'est surtout notre condition d'arrêt quand on fait nos appels récursifs, parce qu'on sait qu'à chaque appel récursif, on utilise le coudre de notre liste à chaque appel récursif. Donc, ça veut dire qu'éventuellement, ces appels récursifs-là vont résulter en une liste nulle,
Et c'est quand on aura notre liste nulle que notre chaîne de récursivité va s'arrêter et qu'on va faire remonter la réponse finale. Prochaine étape, prochaine condition, c'est d'aller chercher ou d'appliquer, je devrais dire, le prédicat sur le premier élément de la liste. Donc, notre fonction prédicat qu'on a passée en paramètre, elle est appliquée sur le premier élément de la liste. Et on va faire ça successivement sur chacun des éléments de la liste. Mais donc, dans cette instance de notre fonction, dans notre chaîne d'appel récursif, on ne regarde que le premier élément. Et là, on prend notre décision. Il faut se rappeler qu'on est dans un compte. Alors, cette condition-là qui retourne vrai ou faux, c'est celle qui va déterminer si on veut que la fonction retourne l'élément qui suit. Alors, si jamais notre élément, le prédicat appliqué sur le premier élément de la liste nous retourne vrai, cela veut dire qu'on veut conserver dans notre réponse ce premier élément-là de la liste. Ce qui veut dire que je vais devoir, bien sûr, appliquer notre filtre sur tout le reste de la liste, mais une fois que j'aurai la réponse de notre filtre sur tout le reste de la liste, eh bien, c'est ce que cet appel récursif-là va me retourner. Eh bien, je vais, avec la fonction de construction, je vais attacher le premier élément à cette réponse obtenue pour le reste de la liste. Donc, première étape, je regarde si le premier élément de la liste, je dois le filtrer en le rejetant ou en le conservant. Deuxième étape, j'applique le filtre sur le reste de la liste. Une fois que j'obtiens le résultat, j'attache si le premier élément, si l'application de mon prédicat sur le premier élément m'a donné vrai, alors j'attache ce premier élément-là au résultat du filtre sur le reste de la liste. Sinon, si je suis dans le cas else, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prédicat sur l'élément en question a échoué, ce qui veut donc dire que cet élément-là devra être rejeté. Donc, le résultat du filtrage de la liste, ce sera simplement le résultat du filtrage sur le reste de la liste. J'oublie le premier élément puisque le prédicat appliqué dessus a échoué, donc on doit rejeter l'élément. Voilà notre définition de notre fonction filtre. Bon, de plus, si on regarde bien la structure de cette fonction-là, on peut voir un certain pattern qui se répète là, même si on examine les fonctions qu'on a vues précédemment. Alors, un pattern qu'on retrouve souvent, c'est que les appels récursifs sont toujours faits avec des coudes, et puis quand on remonte la réponse, souvent, on va assembler les éléments de la réponse en utilisant le cons. C'est un pattern assez commun. Et c'est un pattern qu'on désigne souvent comme étant le coude vers le bas, le cons vers le haut. Alors, voilà, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc, à chacun des éléments de notre liste, on utilise le quart pour faire notre traitement, on utilise le coude pour faire notre appel récursif, et le résultat du traitement est attaché avec le résultat de l'appel récursif avec un cons. Alors, je vous illustre ça avec une petite fonction simple. Alors, supposons que ma fonction simple consiste à vouloir appliquer une certaine fonction à tous les éléments d'une liste. Alors, c'est ce que je vais appeler ma fonction applique. Alors, je veux appliquer la fonction FCT à tous les éléments de la liste L. Par exemple, si ma fonction était simplement d'ajouter 4 à tous les éléments d'une liste, ça c'est ma fonction lambda qui me retourne une fonction à un argument qui permet donc d'ajouter 4 à tous les à cet élément-là qui a été passé à cette fonction-là. Donc ça, c'est ma fonction qui est retournée par mon lambda, et cette fonction-là qui ajoute 4, je veux l'appliquer à chacun des éléments de ma liste, ce qui donne bien la même liste, mais pour lequel les éléments ont été augmentés de 4. Alors, je regarde la définition de cette fonction-là, c'est simple, et ça utilise exactement le pattern que je viens de mentionner, c'est-à-dire le coudre vers le bas, donc chaque appel récursif
se fait avec le coude et le cons vers le haut, c'est-à-dire que en remontant, on construit la réponse en faisant une succession de cons. Alors, précisément, qu'est-ce que ça me donne? Alors, ça, c'est ma condition triviale. Si jamais vous me demandez d'appliquer une fonction à une liste vide, alors le résultat sera une liste vide. C'est ça qui va arrêter la récursivité, on l'a dit tantôt. Alors, qu'est-ce que je dois faire ensuite? C'est prendre le premier élément de la liste, lui appliquer la fonction fct. Ça me donne un certain résultat. Ce résultat-là, je vais l'attacher au résultat d'avoir appliqué la fonction fct au reste de la liste. Alors, ça va me donner mon résultat final. Alors, vous voyez, c'est une application directe du pattern qu'on vient d'explorer maintenant. Alors, il se trouve que, en réalité, il y a une fonction scheme qui permet de faire exactement cela. C'est la fonction map. Alors, la fonction map permet d'appliquer à une fonction aux éléments d'une liste. Alors, vous avez un exemple ici, où on veut appliquer la fonction absolue à tous les éléments de cette liste. Alors, évidemment, ça me donne tous les nombres, la valeur absolue de tous ces nombres-là. Je peux passer en paramètre un lambda, une fonction lambda à la place, mais ce qui est intéressant avec la fonction map par rapport à notre fonction applique de tantôt, c'est que, dépendamment de la nature de la fonction qui est passée en paramètre, on peut donc utiliser plusieurs listes. C'est-à-dire que si c'est une fonction à deux éléments, comme celle que je vous montre présentement, donc cette fonction lambda-là me retourne pour un x et pour un y, me retourne le produit du x et des y. C'est donc une fonction à deux arguments, ce qui veut dire que le map s'attend à avoir deux listes et va appliquer successivement cette fonction qui a été passée en paramètre sur les deux premiers éléments, je devrais dire le premier élément de chacune des deux listes, puis le deuxième élément de chacune des deux listes. Donc, au début, on va faire 1 fois 8 pour donner 8, on va faire 2 fois 7 pour donner 14, 3 fois 6 pour donner 18, etc. Donc, on peut, dépendamment de la nature de la fonction qui a été passée à map, on peut utiliser plusieurs listes. Évidemment, la fonction map va exiger que le nombre de listes correspond au nombre de paramètres de la fonction et que la dimension de ces listes-là correspond, la dimension des deux listes ou des listes qui sont présentes soit la même pour qu'on puisse aller chercher en tout temps deux paramètres si la fonction prend deux paramètres et trois paramètres si elle prend trois paramètres. On peut illustrer l'utilisation de notre fonction applique. Donc, on aurait pu aussi utiliser notre fonction map pour faire la même chose. Pour se faire un petit exemple là, qui permet d'ajouter donc un préfixe aux éléments d'une liste. Alors, regardons qu'est-ce qui se passe. Alors, ma fonction préfixe, je vais lui donner un certain préfixe et une liste. Et ce que je veux, c'est ajouter à chacun des éléments de cette liste-là, je veux ajouter le préfixe en question. Alors, juste pour vous montrer que applique et map dans ce contexte-là font exactement la même chose. Ici, j'ai utilisé la fonction map à la place. Alors, si je veux donc ajouter, préfixer A devant chacune des listes qui sont contenues dans la liste passée en paramètres, alors voilà le résultat attendu. Donc voilà, on a bien préfixé A dans chacun des éléments devant chacune des listes qu'il y avait dans la liste elle-même. Alors on se rend compte que notre fonction map, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle applique la fonction le cons du préfixe devant chacun des éléments de la liste. Alors c'est pour ça que map, on lui passe une fonction lambda qui applique le cons sur le préfixe sur chacun des éléments de la liste qui sera passé en paramètre. Donc, on fait cons A sur cet élément-là, cons A sur cet élément-là, ce qui donne bien le résultat attendu. Alors, vous devinez que si vous donnez à préfixe par erreur ou volontairement, non pas une liste de listes, mais une liste d'éléments, alors, à ce moment-là, le résultat sera une série de paires pointées, puisque quand on applique un cons sur un élément au lieu d'une liste, on obtient bien une paire pointée.
Voilà. Alors, de la même façon, si jamais, on peut retourner à cet exemple-là, si jamais je fais un préfixe sur une liste qui contient juste une liste vide, c'est une façon de débuter l'ajout des préfixes en mettant un premier élément donc dans notre liste. Voilà, donc j'ai un A. OK, alors, comment on définit cette fonction préfixe? Alors, on le dit, on va appliquer simplement un const sur chacun des éléments de notre liste. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce préfixe-là? Bien, on va l'utiliser de façon à se définir une fonction plus élaborée. C'est ce qu'on va appeler la fonction combine, qui va générer des combinaisons. Alors, pour bien comprendre cette fonction de génération de combinaisons, alors il faudrait regarder comment elle fonctionne sur notre interpréteur Scheme. Alors, la fonction combine permet de générer, dans mon exemple ici, toutes les combinaisons de 3 éléments dans la liste suivante, la liste A, B, C, D, E. Alors, voici toutes les combinaisons de 3 éléments que l'on peut créer à partir des éléments dans la liste. Alors, comment peut-on définir une fonction qui va permettre de générer toutes ces combinaisons? Alors, pour bien le faire, il faut comprendre exactement quelle est la structure de la solution qu'on va obtenir. Alors, juste pour qu'on suive bien, je vais afficher cette solution-là sur une autre console. Alors, voici la solution qui a été générée quand on a voulu combiner toutes les combines de 3 dans notre liste qui est composée de 5 éléments. Alors, ce qu'on observe, c'est qu'il y a 2 éléments à cette réponse-là. Le premier ensemble d'éléments, c'est tous ceux qui commencent par la lettre A. En fait, le premier élément des combinaisons à créer. Alors, évidemment, il y a toute une série de combinaisons qui commencent par un A. Les autres, ce sont des combinaisons qui ne contiennent pas de A. En fait, ces combinaisons-là, c'est les combinaisons qu'on obtiendrait si on appliquait la fonction combine sur le reste des éléments en excluant le A. Alors, facilement, on peut voir que on pourrait obtenir, c'est les solutions montrées ici-dessous, on pourrait les obtenir en générant les combinaisons de 3 sur le coudre de notre liste. Alors, le coudre de notre liste, c'est la liste B, C, D, E. Ce qui nous donne les combines qui ne contiennent pas la lettre A. Voici le premier élément qu'on a besoin, ce qui veut dire que notre récursivité va exploiter cette idée-là. C'est-à-dire qu'il y a une bonne partie des solutions qu'on cherche, qu'on arrive à trouver si simplement en générant les combinaisons du coudre sur une liste. Voilà. Au passage, on peut observer que même cette solution-là a à peu près la même structure, c'est-à-dire que cette solution-là contient d'abord toutes les combinaisons de 3 qui contiennent le B, et ensuite toutes les combinaisons de 3 que l'on peut trouver en appliquant le coudre sur cette liste-là. Alors, ça nous donne une liste de 3. Il y a juste une combinaison de 3 qu'on peut obtenir à partir de 3 éléments. Maintenant, retournons à nos combinaisons qui commencent par la lettre A. Qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de ces combinaisons? En fait, les combinaisons qui commencent par la lettre A, ce sont toutes les combinaisons de 2 éléments que l'on peut générer sur le reste de la liste. Puis, une fois qu'on a toutes les combinaisons de 2 éléments, tout ce qu'on a à faire, c'est ajouter A devant. Et ça va nous donner toutes les combinaisons de 3 éléments qui incluent A. Ça paraît logique. Si on essaie ça, je suis en train de dire qu'on va aller chercher toutes les combinaisons de 2 éléments qu'on peut générer à partir du coudre de la liste. Alors, B, C, D, E. Voilà. Et puis voilà toutes les combinaisons de 2 éléments.
Alors moi, je veux mettre un A devant toutes ces combinaisons de 2 éléments-là pour obtenir toutes mes combinaisons de 3 éléments qui débutent par un A. Alors heureusement, j'ai déjà défini ma fonction préfixe qui fait exactement ce travail-là. Alors je vais appliquer sur la fonction préfixe, je vais lui demander de préfixer A. A dans ce contexte, c'est le quart de ma liste originale. Alors je vais demander de préfixer A sur la liste obtenue comme étant les combinaisons de 2 éléments sur le coudre de cette liste-là. Et on voit bien que ça va me donner le premier élément, les éléments de la première, du premier sous-ensemble de réponses qu'on a besoin, c'est-à-dire ceux qui commencent par un A. Alors voilà, tout le principe de combine repose sur cette idée. On génère d'abord les combinaisons de 2, donc de n-1 sur le coude de la liste. On ajoute le quart de la liste devant. Et ensuite, on génère toutes les combinaisons de n, de 3 dans ce cas-ci, avec le coude de la liste. Mais c'est exactement ce que j'ai ici. Alors, je génère 2 choses. Je génère les combinaisons de dim éléments sur le coude de la liste, qui vont me donner cette partie-là, et je génère des combinaisons de dim-1, dans mon cas ici c'était 2, je génère des combinaisons de dim-1 dans le coudre de la liste, j'applique en préfixe le quart de mon ensemble, de ma liste, alors ça me donne 2 ensembles de solutions, celui-là et celui-là. Eh bien, ces 2 ensembles-là, je les concatène avec ma fonction appen. Et ça va me générer toutes les combinaisons de 3 dans mon ensemble original. Évidemment, j'ai quelques cas triviaux qui vont arrêter cette récursivité. Alors, qu'est-ce qui peut arriver à force de faire des coudres sur l'ensemble? À un moment donné, on va demander d'appliquer la combine sur un ensemble vide. Alors, évidemment, la réponse est un ensemble vide. L'autre récursivité est aussi intéressante, c'est qu'on va, à force de faire des dim-1, on va demander de générer les combinaisons de 0 dans un certain ensemble. Eh bien, si je génère les combinaisons de 0 dans un certain ensemble, bien, ça va me donner simplement l'ensemble vide comme réponse. Alors, voilà comment on peut en observant bien la nature de la solution qu'on va obtenir et en tirant profit de notre fonction préfixe, comment on peut générer une fonction qui est relativement complexe, mais qui finalement, quand on comprend bien ce qu'on veut obtenir, s'écrit relativement bien. Alors là-dessus, je vous dis au revoir.